Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce benchmark sur le sujet CRO, sur lequel donc on va discuter pendant environ 40 minutes. L'idée, c'est que la session soit orchestrée en deux temps. Un premier moment où je vais parcourir un certain nombre de sujets et vous livrer quelques messages sur le CRO et plus spécifiquement sur deux familles d'outils qui ont fait l'objet de ce benchmark, que sont les outils de Customer Experience Management et les outils d'A/B testing et de personnalisation. Et ensuite, ce qui aurait dû normalement être une table ronde avec des intervenants sera en fait une session vidéo à l'intérieur de laquelle les intervenants en question ont répondu aux questions que je leur ai posées donc, préalablement la semaine dernière et qui sera donc diffusée avec un petit montage dans un deuxième temps. Et s'il nous reste quelques minutes, on prendra quelques questions. Le thème aujourd'hui, c'est le CRO. Je vais peut-être me présenter rapidement. Moi, je suis Julien Ribourg, donc je suis associé chez Converteo. Je dirige les activités Analytics et Digital Product, donc toutes les problématiques qui traitent de la collecte et de l'exploitation de la donnée à des fins d'optimisation des produits digitaux. Par produits digitaux, on entend essentiellement les sites web, les applications mobiles. Converteo, sinon, c'est une structure qui a été fondée il y a un peu plus de 13 ans, constituée de 180 personnes. Donc on a un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets data. On regroupe un certain nombre d'expertises qui nous permettent de travailler sur des problématiques à la fois très amont de définition de stratégie data et d'écosystèmes techniques et technologiques jusqu'à des accompagnements qui visent à déployer et opérer les différents projets, les différentes problématiques. Sur les sujets CRO Analytics, c'est le cœur du sujet aujourd'hui, mais également sur d'autres thématiques telles que le média, telles que le CRM et plus largement les sujets du data marketing. Donc, on va d'abord définir un petit peu ce qu'on entend par CRO et quel a été du coup l'objet de cette étude, l'objet de ce benchmark, dont vous trouverez le compte-rendu détaillé et exhaustif dans le livret qui vous sera remis ou qui vous a d'ailleurs déjà peut-être été remis. Le CRO, donc c'est l'optimisation de la conversion. L'acronyme, en tout cas, a été construit comme ça. Mais plus largement, qu'est-ce qu'on entend derrière le CRO? C'est l'ensemble des démarches et des méthodologies qui consistent à insuffler de la data dans le cadre du cycle de vie des produits digitaux. Donc dernièrement et récemment, un certain nombre d'éditeurs, ou en tout cas de familles d'outils, notamment les A/B testeurs et les outils de personnalisation, se sont un petit peu accaparés le concept, puisqu'évidemment l'expérimentation est un moment phare du CRO, et on fait assez habituellement le raccourci, ou en tout cas le lien immédiat entre le CRO et l'A/B testing, mais le CRO, il faut rappeler que c'est une démarche, une approche globale qui dépasse la simple expérimentation entre guillemets ou la simple personnalisation et encore une fois qui vise véritablement à pouvoir capitaliser sur les apports de la data à chacune des étapes de la vie d'un produit digital. Donc on va avoir, si je résume un petit peu les deux cas ou les deux manières dont la data peut générer de la valeur dans ce cadre-là, on va avoir des cas qui vont traiter plutôt de sujets d'insight, donc de génération d'insight, de connaissances, avec une grosse composante analytics dans le sens de l'analyse qui va arriver plutôt en amont afin d'être à même de délivrer des informations dans les phases d'idéation et dans les phases de création et d'exploration des produits digitaux. Et on va également ensuite retrouver de la data après l'expérimentation, après le test qui est évidemment un gros morceau, mais on va en retrouver également après dans la partie mesure entre guillemets et optimisation et post-mortem des initiatives qui sont menées. Donc c'est une démarche qui, pris globalement, fait intervenir énormément de data, évidemment, donc énormément d'outils qui vont être là pour la collecter, pour l'exploiter, de familles très diverses. Certains vont être plutôt sur la data quanti, d'autres sur la data quali, à plus ou moins un gros volume et également. Donc j'ai mis un certain nombre de familles sur le slide là que vous pourrez voir. Le but aujourd'hui, c'est de zoomer véritablement sur deux d'entre elles, donc les outils de Customer Experience Management et les outils d'A/B testing et de perso, dont vous avez les quelques logos, et on va faire un petit focus sur chacune d'entre elles.
Juste avant ça, un message supplémentaire sur le CRO, ou plutôt les enjeux au niveau organisationnel que ça implique, puisqu'encore une fois, pour pouvoir mener à bien une démarche CRO de manière industrialisée, et on verra un petit peu après que c'est un vrai sujet, être capable d'industrialiser la problématique à l'échelle d'une organisation, de plusieurs produits digitaux et de différents services. Il y a 3 sujets à adresser, on va dire, plus particulièrement. D'abord des sujets de gouvernance et de process, puisque on est dans une discipline, entre guillemets, qui va faire intervenir un certain nombre de collaborateurs, un certain nombre d'expertises, un certain nombre de services, de départements dans une organisation qui nécessite d'être coordonnés, qui nécessite d'être gouvernés, qui nécessite d'être animés. Et donc pour cela, il est important de pouvoir incarner, entre guillemets, le CRO à proprement parler au sein d'une organisation. Ce qu'on observe dernièrement, les recettes qui tendent à prouver leur efficacité, c'est la constitution de cellules complètement intégrées, ad hoc, qui vont être chargées de faire vivre le sujet CRO et donc qui vont regrouper généralement plusieurs profils, qui vont avoir on va dire, des expertises data assez poussées et qui vont être capables justement de pouvoir collaborer de manière transverse avec les différentes équipes qui vont graviter autour de la vie des produits digitaux. Donc les équipes métiers, les équipes IT, les équipes UX, les équipes analytics un peu plus traditionnelles, notamment les équipes business analyse qui vont avoir accès à des sources de données qui vont être également complémentaires des sources de données digitales, on va dire, ou comportementales qu'on peut habituellement croiser sur les sites web et les applications mobiles. Donc un premier sujet de gouvernance et de process. Un deuxième sujet d'objectif, évidemment on parle de conversion dans CRO, donc il s'agit de définir ce qu'est la conversion à l'échelle d'une organisation et également à l'échelle de chacun des produits digitaux qui la composent et à l'intérieur de ces produits digitaux, même à la granularité de la feature. Il est hyper important d'avoir un framework d'objectifs qui soit cohérent et qui soit construit de manière à refléter in fine la proposition de valeur que l'on souhaite avoir vis-à-vis du client. L'écueil qu'on rencontre énormément, c'est d'avoir des features, d'avoir des produits, des équipes produits qui vont être finalement le reflet des organisations pour plein de raisons, des bonnes, des mauvaises, la plupart du temps des raisons historiques, et qui finalement sont un petit peu décorrélées de la véritable proposition de valeur qu'on souhaite délivrer vis-à-vis du client. Donc il y a un vrai travail sur la conception, la réflexion et le cadrage des objectifs au sens large. Et enfin, le troisième enjeu, c'est la data. Pourquoi la data ? Parce que la data, c'est le meilleur proxy du client, en quelque sorte. C'est la manière dont votre organisation va pouvoir concevoir et conceptualiser ce qu'est un client, ce que sont vos clients, dans leur singularité et également dans leur aspect, on va dire, volumique et dans les grands nombres. Et ça, c'est la data qui vous permet de le faire. Et donc là, plus spécifiquement dans le cas de ce benchmark, c'est sur ce sujet qu'on va maintenant un petit peu zoomer à travers 2 familles d'outils, encore une fois, spécifiques, qui sont toutes les 2 en capacité de collecter et d'exploiter la donnée dans une démarche CRO. Donc concernant le benchmark, on va zoomer sur chacune des familles. Je ne vais pas rentrer solution par solution sur une comparaison et potentiellement un classement des différentes solutions de chacune des familles. Ça, c'est plutôt quelque chose que vous aurez dans le livret. Là, l'objectif, en quelques minutes, c'est plutôt de vous dépeindre quelques grands messages sur ces familles d'outils et quelques tendances également un petit peu marché. Donc le CEM, c'est un acronyme lui aussi relativement récent pour Customer Experience Management. C'est une famille d'outils qu'on peut croiser sous d'autres labels, ce qui est aussi, je pense, révélateur sur le fait que c'est encore une famille qui est en train de se structurer sur le marché français, mais également plus largement même sur les différents marchés globaux et notamment aux États-Unis. On peut croiser ces solutions-là sous les catégories également de Product Analytics et sur les catégories de UX Analytics. C'est généralement plus ou moins les mêmes éditeurs qu'on va retrouver derrière. Ces outils sont apparus donc, depuis quelques années en complément, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça qu'eux-mêmes se sont positionnés, pour la plupart, des outils de web analyse un peu plus traditionnels et que chacune des grosses entreprises ou des sociétés qui regardent ces données, on va dire, a installé sur son site internet.
Et c'est des outils qui trouvent un succès récent, notamment parce qu'ils sont construits sur un parti pris assez fort, qui est que la Customer Journey n'est pas un processus linéaire, comme le représentent assez fréquemment des outils de web analyse classiques, avec différentes étapes d'entonnoir et l'analyse de la déperdition à l'intérieur de chacune de ces étapes-là. Ces outils-là, en revanche, ils partent du principe que la Customer Journey, elle est messy, entre guillemets, elle est fouillie, elle est faite d'itérations, elle est faite de va-et-vient. Et pour l'appréhender, il faut des modules d'analyse, il faut des features, il faut des use cases un peu différents de ce que les outils, encore une fois, traditionnels peuvent proposer. Donc c'est vraiment une approche nouvelle qui va mettre l'accent plutôt sur la notion d'engagement, plutôt sur la notion de produit et d'utilisateur, que sur des notions qui vont être, là encore, plutôt des notions d'e-commerce, des notions d'acquisition et des notions d'entonnoir. Donc j'ai évoqué le terme de use case et de feature. Donc le benchmark notamment met l'accent sur l'ensemble de ces use cases et de ces features qu'on a donc benché pour chacun des éditeurs concernés. Donc les éditeurs, vous avez leur logo ici sur le slide. On a 4 acteurs qu'on a recensés, qui n'est pas une liste exhaustive, je tiens à le préciser. On va avoir Content Square, Decibel, T-Leaf, qui est une solution d'IBM, et Hotjar. Donc la Customer Journey n'est pas linéaire et elle demande à être appréhendée par différents use cases. Et je pense que ces outils-là reflètent aussi quelque chose qui est assez prégnant dans l'approche CRO, c'est que c'est une approche qui est multidisciplinaire, qui va permettre de manipuler plusieurs sources de données potentiellement différentes. Donc là, typiquement, j'en ai listé quelques-unes. On va avoir à côté du tracking assez classique du comportement des utilisateurs et de leurs interactions sur le site, notamment les pages consultées, les événements qui sont déclenchés au cours de la navigation, des rapports comme des rapports de web performance. Donc ils vont permettre de prendre en compte la dimension de performance technique des sites et l'impact que des choses comme le temps de chargement, comme le délai de réponse, comme la durée d'affichage du contenu qui est chargé par le navigateur, est-ce que donc, tous ces éléments-là ont comme impact sur la performance et sur l'engagement de l'utilisateur. On va aussi avoir un autre type de feature qui va permettre de pouvoir intégrer plus directement donc la voix du client au sein de la solution et de pouvoir confronter cette donnée-là à d'autres objets de données. Donc la plupart de ces éditeurs-là ont des features qui vont permettre de pouvoir déclencher des surveys online typiquement, ou voir directement dans le cadre de l'expérience client, pendant ou à l'issue de la navigation, et également par mail. Et de pouvoir cibler et segmenter également cette donnée un petit peu plus qualitative, on va dire, même si elle peut être faite sur un échantillon assez important, puisque c'est la solution qui l'administre à potentiellement tous les visiteurs de votre site, et de confronter cette donnée-là à de la donnée plus classique, encore une fois, de navigation. Ensuite, ces outils ont pour la plupart développé des modules de visualisation qui sont assez intéressants et qui vont être là aussi complémentaires des visualisations habituelles qu'on peut avoir, et notamment, encore une fois, de l'entonnoir. On va avoir des rapports qui vont permettre de capter et d'appréhender la complexité des parcours via des visualisations très efficaces. L'une des plus emblématiques s'appelle le Sunburst, c'est celle qui est illustrée ici sur le slide, qui permet de visualiser, encore une fois, sur un seul graphe, la multitude des navigations de l'ensemble de vos utilisateurs qui fonctionnent sur la logique suivante. Donc ce sont des cercles concentriques où chaque étape, en partant du centre, constitue un point dans la navigation. Et donc, à chaque fois que vous allez remonter vers l'extérieur, vous allez avoir le deuxième point, le troisième point. Donc, ce sont des visualisations séquentielles qui, en un coup d'œil, vous permettent de visualiser les Customer Journey les plus importantes et potentiellement, si on l'a sorti à des scores ou des notions de performance, également les plus efficaces. À ce titre-là, d'ailleurs, certains outils ont fait le choix de développer leurs propres indicateurs de performance, au-delà de l'indicateur de leurs clients, évidemment, qui sont utilisables. Donc la conversion, l'e-commerce restent des indicateurs très répandus et accessibles, mais on part aussi également sur des indicateurs qui vont être plus des indicateurs d'engagement et de performance vis-à-vis de cette question-là de l'engagement, avec des scores composites
qui généralement sont des scores auto-apprenants qui sont à l'intérieur même de la solution. Un autre type de use case sont des use cases de merch et de pricing, donc qui vont là aussi se détacher un petit peu du tracking habituel qu'on peut faire du sujet merchandising et pricing pour intégrer notamment des notions également de benchmark à l'intérieur même des solutions, être capable de rapidement pouvoir bencher sa famille d'outils par rapport à des familles d'outils, familles de produits par rapport à des concurrents. Et enfin, la plupart de ces outils-là intègrent également des modules de session replay, donc qui sont des features extrêmement puissantes dans le cadre d'analyse de customer satisfaction, puisqu'on est capable de pouvoir rejouer une session précise sur la base de son ID anonyme à l'infini pour pouvoir détecter spécifiquement à la maille individuelle ce qui s'est bien passé ou mal passé le cas échéant. Quelques messages sur la famille d'outils, donc la deuxième qui compose cette thématique-là, donc les A/B testeurs et la personnalisation. Donc il ne vous aura pas échappé que en fait, derrière un outil, on a en fait deux outils, donc deux solutions, l'A/B testing et la personnalisation, qui sont regroupés pour tous les logos que vous voyez là, au sein à chaque fois d'une seule et même plateforme. Donc on a 5 acteurs ici dans le benchmark. On a Maximizer qui est la solution d'Oracle, on a A/B-Testy, Optimizely, Optimize, donc la solution de Google, et Chameleon. Donc chacun de ces outils-là, ces éditeurs-là proposent au sein de leur plateforme un outil qui fait à la fois de l'A/B-Testing et de la personnalisation. Or, ce sont quand même deux sujets qui répondent à des besoins qui sont quand même relativement distincts, ou en tout cas différents, on va dire, qui ont une logique et une cohérence technique. Donc en termes de plateforme notamment et d'infrastructures techniques, on administre de l'A/B testing comme on administre de la personnalisation, via notamment des règles de ciblage et d'adaptation de l'expérience client directement côté client ou côté serveur. Mais ce sont quand même deux disciplines ou deux thématiques qui, encore une fois, vont avoir vocation à s'enchaîner à des moments un peu distincts. Si on reprend le premier schéma que vous avez proposé sur le cycle de vie produit, on va plutôt trouver de la personnalisation a posteriori, donc une fois que l'A/B test a été réalisé, lorsqu'il s'agit de mettre en production une variante, si on s'est aperçu que la variante est particulièrement performante ou surperformante sur une famille de population, une audience particulière, c'est à ce moment-là qu'on va généralement déclencher un scénario de personnalisation. Ou alors en amont du test, on va pouvoir personnaliser via du ciblage spécifique de l'A/B test et faire de l'A/B test très ciblé sur, là encore, des populations particulièrement identifiées. J'ai un chiffre assez intéressant à vous donner qui est celui qui est indiqué sur le slide. 88% des tests réalisés sur un panel d'acteurs français de plus de 250 sites étaient en fait des cas de personnalisation. Donc, on a regardé 250 acteurs qui disposaient d'un outil de la liste que vous voyez là, et on a mené un certain nombre d'analyses, et notamment est-ce qu'on est face à un use case de personnalisation ou un use case d'A/B testing. Donc, ce que vous voyez, c'est que la majorité écrasante des use cases en production sur les sites sont des use cases de perso et non pas des use cases d'A/B testing. Il y a 3 explications potentiellement à cela, qui ne sont pas forcément exclusives d'ailleurs. La première, c'est que le marché français est particulièrement mature sur la question de la personnalisation, et tout le monde fait de la personnalisation, et tout le monde en fait beaucoup. Ce qui n'est sûrement pas l'hypothèse la plus probable. La deuxième hypothèse, c'est que, à contrario, les acteurs sont relativement moins matures sur l'A/B testing, et ou n'arrivent pas à passer à un niveau d'industrialisation et de scalabilité suffisant sur l'A/B testing, ce qui est, je pense, un vrai sujet eu égard notamment aux problématiques que j'évoquais précédemment. Et la troisième hypothèse, c'est que en fait, les cas de personnalisation qui sont poussés sont en règle générale des moyens détournés de mettre en production du contenu que l'IT, la plupart du temps, n'a pas la possibilité de mettre en production pour des raisons de time to market ou des raisons de complexité technique. Et on est sur des cas où on s'apparente plutôt à du shadow IT et la personnalisation sert de CMS un peu détourné. Ce qui, je pense, est l'explication la plus probable.
D'un point de vue éditeur, j'ai relevé 3 principales features ou 3 principaux sujets qui font un peu l'actualité de ces solutions-là. Le premier, c'est server-side versus client-side. Donc quand on déclenche un A/B test ou une personnalisation, on peut passer les modifications directement côté client, donc en modifiant le code au moment où le navigateur charge celui-ci, ou alors on peut héberger la personnalisation ou le test directement sur les serveurs de l'entreprise. Et généralement, c'est une problématique extrêmement, on va dire, importante parce que ce ne sont pas les mêmes équipes à l'intérieur de l'organisation qui vont réaliser des tests serveurs ou des tests clients. Les tests clients vont plutôt être à la main des équipes métiers, des équipes marketing, des équipes analytics ou des cellules CRO quand elles existent. Et les tests serveurs vont plutôt être à la main des équipes IT ou des product teams qui elles-mêmes vont avoir vocation à pouvoir aller sur des scénarios un peu plus complexes techniquement parlant et les administrer dans le cadre du cycle même de développement. Donc typiquement, tous les éditeurs qui sont là présentent des modules de server-side et de client-side, et certains d'entre eux ont même externalisé le module server-side dans des plateformes indépendantes. Une tendance forte sur ce marché-là, c'est l'utilisation de la data et de l'IA. Donc ce sont des outils qui non seulement permettent de faire de la BTS et de la perso, évidemment, mais qui collectent aussi beaucoup de données via leur propre tag de collecte et qui utilisent cette donnée de manière généralement prédictive pour être capable de pouvoir nourrir leurs différents algorithmes sur étagère quand les solutions en ont, mais c'est le cas de quasiment toutes, notamment pour détecter des use cases de personnalisation. En tout cas, c'est une tendance très forte. Et une dernière tendance, c'est l'intégration. Les intégrations que ces outils font avec le reste de l'écosystème MarTech qui sont généralement présents chez leurs clients, avec la capacité de s'intégrer avec les autres familles d'outils qui composent les stacks CRO, donc notamment parmi ceux que j'ai cités un peu auparavant, les outils de web analyse un peu plus traditionnels et classiques, les outils de CEM dont on vient de parler, qui bénéficient pour la plupart d'intégrations natives avec ces outils-là pour pouvoir administrer directement via des intégrations, on va dire, natives, de réaliser des A/B tests et des persos directement sur des insights qu'on aurait détectés au sein de ces autres outils. Voilà, donc c'est la fin de mon introduction ou de ma petite keynote. On va passer maintenant sur la partie donc, table ronde virtuelle préenregistrée. Donc on va faire intervenir 2 personnes qui vont répondre à un certain nombre de questions donc, que je leur ai posées. Tristan Breton, qui est responsable d'un département qui s'appelle Product Analytics chez Accor. Donc Accor a notamment structuré il y a quelques années de cela un service analytics dédié aux équipes produits et qui va notamment regrouper la gestion de l'activité CRO. Et on aura également Charles Cortés, qui est manager chez Converteo et qui travaille chez Orange dans le cadre justement, depuis plus de 2 ans, de la structuration d'une cellule CRO dédiée et internalisée chez Orange. Bonjour à tous, Charles Cortés, je suis manager chez Converteo au sein de la practice Analytics et Digital Products et cela fait bientôt 3 ans que j'accompagne Orange sur des problématiques CRO, A/B testing et Analytics. Je suis en charge de l'équipe Product Analytics chez Accor. Nous travaillons sur le déploiement du tracking sur les sites et applications du groupe, mais également l'exploitation de ces données au travers de rapports et d'analyses. Enfin, nous avons une activité que nous avons intitulée Experience Delivery Center, qui prend en charge des sujets d'A/B testing, personnalisation et plus généralement code shipping via OptimizeD, notre outil d'expérimentation. Nous travaillons aussi beaucoup avec le média dans la mesure où nous déployons les trackers médias et sommes également spécialistes du full stack Google qui comprend à la fois les outils site-centriques et médias de Google. Alors, nous avons commencé notre programme d'expérimentation il y a environ 2 ans avec une seule personne pour gérer la stratégie, la coordination et l'agence qui développe nos tests. Nous avons dû composer avec une data IT assez conséquente, mais aussi des stratégies assez contre-intuitives dans un univers où on cherche à générer des gains incrémentaux. Nous avions
souvent en face de nous des full redesign là où des évolutions auraient pu suffire, ou encore des full rollout systématiques là où des rollouts progressifs auraient pu permettre de sécuriser un peu plus le déploiement. Au cours des 18 derniers mois, nous avons fait évoluer les convictions de beaucoup de stakeholders, ce qui s'est traduit par des changements notables que nous pouvons mesurer à l'aune de 2 métriques: améliorer ce que notre stack technologique peut faire, augmenter la capacité de nos interlocuteurs à tirer parti de ce stack technologique. Nous sommes passés d'une dizaine de tests l'année dernière à 1 à 2 releases par semaine cette année, grâce à des process plus clairs, une plus grande transparence avec nos interlocuteurs. Nous avons aussi investi beaucoup de temps auprès des product owners au cours des kick-off meetings pour évangéliser sur l'expérimentation et les capacités que ces technologies leur apportaient. L'idée, c'était qu'ils en voient tout l'intérêt, pas seulement dans un contexte de prise de décision, mais également dans le management des risques liés au digital. Typiquement, réaliser une feature qui ne correspond pas du tout aux besoins des utilisateurs et dégrade ainsi l'expérience utilisateur. Notre lead expérimentation agit comme un pivot au sein des feature teams pour les aider à prendre les meilleures décisions sur chaque projet, que ce soit une nouvelle feature, une hypothèse, de la personnalisation. C'est pour cela que nous avons nommé cette pratique expérience delivery. Nous avons pour but de fournir la meilleure expérience possible à chaque utilisateur. Si je devais chiffrer notre maturité sur une échelle de 1 à 10, je dirais 3, mais un 3 avec des bases solides qui va nous permettre d'atteindre le haut de l'échelle assez rapidement. En termes d'initiatives de test, nous devons être à 80% produit, 20% marketing et à 50-50 entre les nouvelles features et des optimisations. Sur la question du CRO, on peut considérer que Orange a déjà de nombreuses équipes qui sont très matures sur le sujet. Alors, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Le premier, c'est qu'il existe en interne des cellules transverses qui répondent à différentes problématiques data pour les équipes métiers. Donc, on a par exemple une cellule A/B testing qui à la fois permet de faire monter en compétence les différentes équipes sur le sujet de l'A/B testing, mais qui a aussi une expertise qui permet d'aller sur des cas d'usage assez complexes. On a un pôle data qui gère les différents outils de collecte data et d'activation data, qui aussi travaille pour les différentes équipes métiers chez Orange. On a aussi des cellules analytics qui sont au quotidien en contact avec les équipes métiers, donc soit pour proposer des ressources de data analyst, de data scientist. On a un autre facteur qui est le fait que les différentes équipes changent de mode d'organisation et passent de plus en plus sur de l'agilité, en particulier l'agilité à l'échelle avec le framework SAFe. Donc tout ça permet d'intégrer, on va dire, plus facilement la démarche du CRO au sein des équipes métiers. On a aussi des rôles qui ont été dédiés pour améliorer la connaissance client et la connaissance des produits. Donc on a par exemple des ressources de lead connaissance client qui compilent les différentes sondages et enquêtes clients d'Orange. On a des rituels qui sont organisés très régulièrement entre différentes ressources. Je vais en citer un, par exemple, c'est les ressources UX et les data analysts, où les data analysts partagent les enseignements des différents A/B tests qui ont lieu sur les différents parcours d'Orange pour que les UX tiennent compte de ces enseignements dans leurs futures explorations et les propositions qu'ils font aux équipes métiers. L'idée pour les équipes qui ne sont pas encore passées à l'agilité ou qui viennent de commencer ce processus est de leur montrer, voilà, pour les équipes les plus matures, toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en place. Et pour les équipes qui sont les plus matures, l'idée est d'aller encore plus loin aujourd'hui sur l'industrialisation de la démarche CRO. Sur la question de l'outillage, aujourd'hui Orange dispose de nombreux outils pour travailler sur la problématique CRO. On a d'abord tous les outils de collecte de données qui permettent aux équipes de mieux comprendre l'utilisation des différents assets digitaux sur lesquels ils travaillent. Donc ça va être de nombreux outils de web analytics, du X qui permettent aussi de faire du session replay, du heat mapping, qui aussi, donc ce sont des outils utilisés par le métier comme je le disais, mais aussi beaucoup par les équipes UX. On a ensuite d'autres familles d'outils qui interviennent un peu après et qui en général sont un peu plus complexes à utiliser et qui sont en général plutôt utilisés par des équipes data ou des équipes IT. Donc ça va être tous les outils d'A/B testing, de personnalisation. Et ce qui est intéressant chez Orange, c'est que on a de nombreux outils qui sont aussi internes et qui cohabitent avec les outils externes. Donc c'est-à-dire que vraiment les équipes qui travaillent sur ces outils veulent vraiment les développer pour
faire des cas d'usage qui vont s'intégrer avec ce que peuvent faire aussi les outils d'éditeurs externes. Pour notre programme d'expérimentation CRO, nous avons 4 outils aujourd'hui en place. Google Analytics 360, Content Square, qui est notre outil du X Analytics qui nous sert à la fois sur les fonctionnalités de heatmap, user journey et session replay. Nous avons OptimizeD, qui est l'outil d'expérimentation, et également Usabila, qui est l'outil de survey feedback utilisateur. L'intérêt de ce stack, c'est qu'il est interconnecté. Il y a par exemple la possibilité de rejouer dans Content Square la session d'un utilisateur qui a laissé un commentaire négatif sur Usabila. Nous avons également lié Google Analytics et OptimizeD en utilisant les custom dimensions Google Analytics pour stocker les informations sur les expérimentations OptimizeD. Enfin, OptimizeD et Content Square sont également connectés. Il est par exemple possible d'analyser côte à côte les interactions des utilisateurs entre l'original et le variant d'une de nos expérimentations. Les déploiements sont assez compliqués chez Accor. Une mise en production est coûteuse, mobilise un grand nombre de personnes, à la fois en interne et en externe. Notre stack web n'est pas des plus simples également, avec une partie du site développée en single page application, beaucoup d'API également qui sont développés in-house. Pour des raisons essentiellement de bande passante, nous avons externalisé le développement de nos expérimentations. Le revers de la médaille, c'est que les développeurs qui travaillent sur nos tests n'ont pas une connaissance fine du site, pas aussi fine du moins que les développeurs qui travaillent quotidiennement. Nous avons essayé de compenser ce biais par des process rigoureux. En ce qui concerne la mesure du ROI, elle n'est pas non plus chose simple. Les objectifs peuvent parfois être différents entre les stakeholders et un certain nombre de nos releases impactent l'expérience utilisateur mais n'ont pas forcément vocation à avoir un impact direct sur les réservations. Pour ce genre d'expérimentation, nous mesurons en général le temps gagné en passant par notre démarche d'expérimentation. Nous pouvons être jusqu'à 10 fois plus véloces qu'en passant par les cycles de développement classiques et les feature teams. Il est donc possible de tester beaucoup de choses à moindre coût avec un filet de sécurité si nous nous rendons compte que les solutions designées ne répondent pas aux attentes des utilisateurs. Alors comme je le disais un peu plus tôt, chez Orange, il y a aujourd'hui de nombreuses équipes qu'on peut considérer comme très matures sur la démarche CRO. Alors le premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a de nombreux parcours qui ont déjà été optimisés de nombreuses fois, très souvent via de l'A/B testing. Et donc, les poches de valeur évidentes ayant déjà été trouvées, il devient de plus en plus dur de trouver de nouvelles poches de valeur. Donc vraiment, c'est le premier enjeu sur lequel aujourd'hui travaillent de nombreuses équipes, c'est de trouver des cas d'usage plus innovants, plus ambitieux pour trouver de la valeur. Donc ça oblige aussi les équipes à utiliser à chaque fois les outils de manière encore plus avancée qu'ils pouvaient le faire au début. Le second constat qu'on fait, qui est lié au premier, qui reste un enjeu pour les équipes aujourd'hui, c'est d'arriver à affiner la mesure de l'incrémental apporté. Aujourd'hui, on va dire beaucoup d'équipes se contentent et pouvaient se limiter à l'incrémental apporté sur le canal digital. Et de plus en plus, pour justifier le ROI des projets, il faut avoir une vision vraiment omnicanal pour justifier du ROI des projets. Donc tout ce qui va être pour un opérateur telco, comme par exemple la réduction des appels, l'automatisation des clients, tout ça, on va dire, aujourd'hui fait partie des enjeux à pouvoir vraiment bien le mesurer pour être capable de faire le bon estimatif de ROI apporté par chaque projet. Alors, à mon sens, pour Orange, parmi les priorités du moment, il y a d'abord celle de comprendre exactement quels ont été les changements dans le comportement de leurs clients et de leurs prospects, et éventuellement de remettre en cause certains enseignements qui avaient pu être tirés par le passé. Une deuxième priorité, à mon sens, est aussi d'aller plus loin et d'aller plus vite sur la personnalisation, qui semble vraiment une réponse très pertinente pour trouver les nouvelles poches de valeur. Notre priorité aujourd'hui, c'est d'accélérer l'impact que nous pouvons avoir.
Avec la situation sanitaire, nous avons dû créer des instruments de communication sur nos assets digitaux relatifs à l'ouverture de nos hôtels ainsi que les mesures d'hygiène mises en place. Nous avons délivré une partie de ces assets via notre outil d'expérimentation. Cela nous a permis de personnaliser la communication au contexte de nos 5000 hôtels, mais également de délivrer très rapidement ces éléments qui étaient cruciaux pour nos clients. L'idée aussi, c'est qu'avec cette démarche d'expérimentation, on considère que nous ne pourrons pas échouer, nous ne pouvons qu'apprendre. Les idées peuvent être bonnes ou mauvaises, nous pouvons les tester à moindre coût, ce qui nous donne un réel confort sur notre stratégie de développement de features. Le marketing peut plus facilement décider de l'allocation optimale de son budget. Le produit réduit les coûts de développement sur des features qui s'avèrent parfois inutiles. Le top management a plus de certitude sur le ROI à espérer de ses projets. Voilà, c'est la fin de donc, cette table ronde au format un peu atypique. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et de m'avoir écouté. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. C'est bon? Ok, impeccable. Ben... Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je me permettrai de les répéter puisqu'on a le flux qui est retransmis pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes physiquement aujourd'hui. Non, c'est bon? Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup et bonne fin de journée et bon benchmark.